C'est bon? Alors, bonjour, donc je suis Aurélia, alias maîtresse Aurel sur les réseaux. Et donc Séverine, maîtresse Sève. Donc je suis en CE1. Et moi, je suis en CP. Et donc aujourd'hui, l'équipe de Classroom nous a proposé de parler de la classe flexible et de l'aménagement des espaces pour développer l'autonomie des élèves. Oui, voilà, donc avant de commencer, on voulait vous parler un petit peu des objectifs en fait, de cette présentation. Donc l'idée, c'est de vous aider à mieux appréhender la gestion de l'espace, parce qu'on sait que c'est un sujet qui fait beaucoup parler et qui questionne énormément. Et donc l'idée, c'est d'avoir un espace qui soit en adéquation avec vos idées pédagogiques, tout en prenant en compte... Papa? Alors, comme ça, c'est mieux? Ouh. Ah, je vais le manger, le micro. Non, il n'y a pas de souci. Donc, c'est vraiment en prenant en compte toutes les contraintes qu'on a dans les classes, que ce soit au niveau spatial, au niveau des profils des élèves, etc. Et puis tout ça pour aussi comprendre en quoi l'aménagement de l'espace peut aider et peut avoir un réel impact sur les apprentissages et ce que vous allez proposer en classe à vos élèves. Voilà, alors on va vous expliquer un petit peu la logique qu'on a suivie dans le processus de modification des espaces. Alors tout a démarré comme la petite pieuvre d'un ras-le-bol de plusieurs collègues. Donc ras-le-bol parce qu'en fait on avait dans nos classes, mais certainement dans les vôtres aussi, des élèves qui avaient de plus en plus de problèmes de comportement, qui explosaient, des élèves vraiment éruptifs. On avait l'impression un petit peu d'être comme ces sardines, de plus en plus serrées avec des effectifs allant jusqu'à 29-30 en CP, en tout cas pour moi. On avait le besoin de créer plus de coopération entre les élèves et de l'entraide. On avait aussi le besoin de faire plus de différenciation et de prendre en compte les profils des enfants, profils d'apprentissage. On voulait un cadre de classe qui soit plus serein et on voulait faire en sorte que l'école soit un peu plus intéressante pour les enfants parce que le statut de l'école a beaucoup changé à leurs yeux. Les trois quarts, maintenant, ils veulent devenir youtubeurs à 6 ans. Alors, ils se disent que sur YouTube, ils vont bien trouver les réponses aux questions qui se posent et que l'école, en fait, finalement, c'est un peu accessoire. Voilà. Et donc, pour rester sur le pourquoi, vraiment concrètement, en fait, notre histoire pédagogique, d'amour pédagogique, a commencé il y a 6 ans lorsqu'on est arrivés toutes les deux dans la même école. Alors, on ne va pas vous vendre du rêve, clairement. On est arrivé donc 5 nouvelles enseignantes nouvellement nommées dans une école, alors pas REP+, parce qu'on n'avait plus la nomination, donc pas forcément le budget. Par contre, je vous assure que les élèves, l'environnement, enfin tout ça, c'était très compliqué. Beaucoup de familles non francophones, beaucoup de difficultés aussi vis-à-vis de leur regard par rapport à l'école. Enfin, c'est vraiment pas facile. Et puis pour rajouter des contraintes supplémentaires, sinon c'est pas drôle, on avait également la mission en fait, d'accueillir au sein de nos classes des élèves de l'ULIS. Donc on avait une ULIS dans notre école, maintenant il y en a 2. Et donc voilà, il y avait aussi cette nécessité d'accueillir correctement ces enfants-là, de leur trouver une place au sein de la classe et de les accompagner au mieux qu'on pouvait. Sachant que, comme tu disais Aurélia, avec des effectifs de base déjà 25-26, vous ajoutez 2-3 enfants en situation de handicap, ça devient compliqué. Et puis, il y avait aussi la très faible dotation numérique qu'on pouvait avoir dans notre école, qui se réduisait au début à 2 vieux smartphones récupérés et un vieil appareil photo des enfants qui n'était plus utilisé. Donc voilà, on partait sur une base assez fragile, mais qui du coup, toutes ces contraintes-là nous ont poussé à réfléchir autrement et à repenser la pédagogie, puis ensuite l'espace de nos classes. Donc, toutes les 5, on était très, très motivées. C'était notre chance, en fait, c'est d'avoir été à 5 à se lancer là-dedans pour avoir... plus on est de fous, plus on rit, et puis 2 têtes valent mieux qu'une, comme on dit. Donc à 5, on s'est partagé des lectures, on a beaucoup lu, on s'est vus en dehors du temps scolaire pour échanger de manière informelle, et histoire de réfléchir. Donc on s'est basé surtout sur les livres de Debbie Diller, qui est donc conseillère péda, mais aux États-Unis. Voilà, donc beaucoup de lectures, beaucoup d'échanges qui nous ont permis en fait d'avoir une première ébauche de ce que pouvait donner et ce que donne ce qui est maintenant la classe flexible. Donc ça a été vraiment
très très bénéfique. Mais il y a eu beaucoup de... Une fois ces lectures faites et ces réflexions, il a fallu se mettre en action et faire concrètement des choses dans nos classes pour pouvoir changer les choses. Donc là, on va vous présenter un petit peu des avant-après et des étapes qui nous ont menés à la classe, à nos classes flexibles, puisque ce qui est intéressant aussi de dire et de préciser, c'est qu'on était donc 5 collègues qui avons lu les mêmes livres, qui avons eu les mêmes discussions, mais au final, avec nos caractères différents, nos visions aussi un peu différentes, et nos façons de faire, puisqu'on avait des collègues plus zen, plus cool, et d'autres plus maniaques, on peut dire. Donc on a eu au final 5 classes, mais complètement différentes, mais toutes flexibles. Donc c'est ça qui est intéressant de dire, c'est ce qu'on le dit souvent, c'est qu'il y a autant de classes flexibles que d'enseignants. Voilà, donc nos classes, on a un peu testé, je pense certainement comme beaucoup d'entre vous ici, différentes dispositions. Donc les fameuses rangées, les randonnions, les L, les E, les îlots, on a vraiment fait tout l'alphabet. Et ça ne nous convenait pas, donc suite aux lectures, on est passé à quelque chose de complètement différent. Donc voilà, c'est vrai qu'au départ, on a testé tout ce qu'on avait pu connaître et voir à l'UFM, à l'INSPE, etc. Et donc là, on est passé, en tout cas pour nous deux, à un travail en demi-classe. Alors je sais qu'il y a beaucoup de collègues qui font ensuite des travaux en quart de classe ou en tiers de classe, peu importe. L'idée, c'était vraiment d'avoir 2 espaces distincts. Un espace pour pouvoir travailler en atelier dirigé avec nous, donc ce fameux U qu'on a, moi d'ailleurs j'ai encore... Ça pue, tu vois, voilà, on avait encore les mêmes lectures et on a encore changé. Et donc ce fameux U pour l'espace guidé, puis ensuite tout un espace au fond de la classe où là on va être beaucoup plus libre, il y a beaucoup moins de meubles. On a fait beaucoup aussi de récupération. Ça, c'est quelque chose qui revient régulièrement dans les discussions avec les collègues, c'est au niveau du budget. Parce qu'on me dit, une classe flexible c'est bien joli, alors c'est sûr, hein, sur les réseaux sociaux... c'est magnifique, plein de couleurs, des jolis meubles qui doivent coûter une fortune. Nous, au départ, vraiment, ça a été de la récupération. On a utilisé ce qu'il y avait dans nos classes, ce qu'il y avait dans notre école. On a fait toutes les salles, les greniers. Tous les Emmaüs du coin. Aussi, le Bon Coin. Enfin, on a fait de la récupération au départ pour pouvoir construire notre classe au fur et à mesure. Et c'est qu'après, seulement que les dotations de mairie, etc., sont arrivées, mais c'était absolument pas l'objectif premier d'avoir des jolis meubles. On s'en fichait royalement. Et donc là, on a dû réorganiser l'espace, réorganiser le matériel des élèves, prendre en compte aussi le fait que le couloir qui attenait à la classe ou l'espace juste à côté, c'était aussi un espace de travail possible, bien sûr en respectant les règles de sécurité, etc. Mais c'est tout à fait possible alors je ne veux pas dire doubler la superficie de la classe, mais d'aller quand même un peu plus loin. Donc voilà. Et quand on a des grands effectifs comme 29-30, comme moi j'ai déjà pu avoir, travailler en flexible, on se dit c'est pas possible parce que j'ai trop d'élèves, mais en fait si, c'est complètement possible parce qu'on gagne de la place et ça aère et du coup les 29 on les voit pas, enfin ils sont là, hein, mais on les sent moins passer dans le cours de la journée et c'est plus fluide. C'est plus, voilà. Et plus l'espace est petit, plus c'est intéressant de travailler en flexible pour libérer de la place et se sentir moins oppressé entre les meubles, les élèves et tout le reste. Parce que c'est vrai que les premières fois où les gens ont vu nos classes réaménagées, ils nous ont dit mais vos classes elles sont géantes, elles sont énormes. J'ai dit non, c'est l'effet panorama de la photo, mais vraiment, on n'avait pas des choses énormes. On a d'ailleurs fait un calcul, tu te souviens? Oui, c'était 50 mètres carrés pour 28 élèves. Voilà. Et en fait, ce qui revenait, on avait fait le calcul pour se dire que les poules label rouge avaient plus d'espace chacune que les enfants dans les classes. Donc c'était assez choquant. Voilà. Et, et une autre anecdote aussi, c'était quand on a refait nos classes, la directrice qui était venue pour prendre les absents et qui m'avait dit mais t'as combien d'absents aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Je dis, non, ils sont tous là, mais le fait d'en avoir par terre, d'en avoir quelques-uns dans le couloir, etc., tout de suite ça libère l'espace, hein, c'est assez impressionnant. Voilà, oui, on va pouvoir la montrer. Donc là, on va vous montrer une vidéo que j'avais faite justement en début d'année pour pouvoir présenter ma classe aux parents d'élèves, puisque malheureusement, le Covid étant là, on n'avait pas pu faire une présentation en réel. Donc on avait fait, j'avais pas de classe virtuelle, hein, mais, mais ça avait aidé quand même.
sais pas si ça a marché. Ah si, c'est bon. Ouais, voilà, je fais la visite. Donc là, vous avez un espace à l'extérieur de la classe. Donc on a la chance d'avoir des très grands couloirs dans mon école. Donc pareil, les élèves, ponctuellement, par 2, 4 maximum, peuvent venir dans cet espace-là pour travailler. Le rangement des sacs, comme ça ne nous embête pas. L'espace à l'avant, là, pour pouvoir travailler dehors. Et puis ensuite, l'espace de la classe, avec à chaque fois voilà, des rangements, plein de choses pour pouvoir tout gérer plus facilement. Les fameuses cases aussi pour les trousses, pour tout ce qu'ils ne gardent pas avec eux. On en reparlera pour la circulation dans la classe, ça peut aider. Donc voilà, ce fameux U à l'avant de la classe. Et puis on en reparlera tout à l'heure, mais les différents espaces, la bibliothèque juste là, là l'espace plus pour eux. Pareil, ce tableau que j'avais fait descendre exprès pour que les élèves justement puissent manipuler, puissent travailler tout seuls. Voilà. Là, vous avez un espace plutôt d'aide, de remédiation, par exemple, quand je dois prendre des élèves en difficulté. Ma tente où je me cache des fois quand j'en peux plus. Très pratique. Voilà. Alors, à savoir, je précise que moi, j'ai malheureusement un bureau. Mais ça, c'est parce que j'ai pas le choix. En fait, dans l'école, ils refusaient pour des raisons de sécurité, parce que j'ai un ordinateur fixe, donc je pouvais pas l'enlever. Mais c'est vrai que nous, dans les classes, on l'a enlevé très rapidement, hein, le bureau. Voilà, petite bibliothèque. Donc à chaque fois, les espaces clairement définis qui aident aussi les élèves à se repérer. Et on en reparlera tout à l'heure, à être plus autonome. Bon, je précise qu'elle n'est pas tout le temps comme ça, ma classe. Hein, rassurez-vous, c'était avant la rentrée, avant qu'ils arrivent. Et j'ai passé des heures à tout ranger. Voilà. Alors pour ma part, vous avez la possibilité de voir ma classe aussi si vous le souhaitez. Comme elle était en 2019, elle a un peu changé depuis, mais l'essentiel est là. Il vous suffit, si vous voulez voir, d'aller au stand Canopé. Ils ont fait une vidéo de ma classe en 360 et ils peuvent vous la faire visiter dans des casques de réalité virtuelle. Là, vous en avez vu une. La deuxième, la mienne, on vous propose de la voir et de vous y balader dedans en réalité virtuelle. Mais on ne va pas vous la montrer là. Ah oui, maintenant, donc on va vous parler des étapes qu'on a suivies pour avoir justement tout cet espace, pour le penser et l'aménager dans l'intérêt des élèves et pour développer leur autonomie. Donc la première étape, ça a été de désencombrer. Parce que voilà, moi, quand j'ai récupéré ma classe, j'avais que des meubles comme celui-là sur tout le mur du fond, avec une armoire. Et en fait, c'était dans ma salle que tout le matériel d'art plastique, de musique, de machin de l'école était stocké. Donc la première chose qu'il a fallu faire, c'est vider les armoires pour pouvoir les dégager. Et on a décidé dans l'école de faire du coup, dans la salle des profs, faire des étagères où on mutualisait en fait le matériel des disciplines comme l'art plastique, la musique, l'anglais, le matériel qu'on n'a pas besoin en fait tous les jours en classe et qu'on va juste piocher de temps en temps. Ça libère déjà beaucoup d'espace. Et pour faire ce tri, en fait, on a vidé toutes les armoires, on a tout étalé par terre et on a gardé que ce qui nous serait vraiment utile pour notre niveau de classe. J'avais des trucs qui dataient de 1950 dans l'armoire là. Donc bon, c'est parti à la poubelle. Il y a des choses qui pouvaient servir aux collègues de CM1, donc je leur ai refilé parce que dans les écoles, les enseignants viennent et partent, les armoires, il faut parfois les mettre à jour. Donc voilà, la première chose à faire, si vous voulez un petit peu réfléchir à cette problématique, c'est déjà vider, faire l'inventaire de ce que vous avez dans vos placards pour éliminer ce qui ne vous sera pas utile, garder ce qui vous sera utile et ce qui sera surtout utile aux élèves. Et on arrête le « je garde, on ne sait jamais ». Le au cas où et le on ne sait jamais, il va dans la salle des profs ou dans une autre salle, quoi, mais pas chez vous. Et donc, une fois qu'on a tout désencombré, qu'on a gardé que le strict nécessaire, ça va être comment j'organise tout ça, comment l'armoire que j'ai conservée, à quoi elle va me servir, où est-ce que je vais la placer. Donc l'idée, c'était vraiment d'avoir cette impression en fait de respirer dans la classe, de pouvoir circuler facilement. Donc
Nous, on a commencé aussi par mettre tout ce qui était sac des élèves à l'extérieur. Quand c'est possible et qu'on peut avoir un espace qui ne perturbe pas la circulation dans l'école, c'est vraiment absolument idéal. Alors, savoir que moi, j'ai rajouté en plus, à côté maniaque, j'ai mis des pointillés par terre pour pas que ça dépasse. Et tous les matins, j'ai un assistant qui doit vérifier que ça dépasse pas. Mais c'est quand même plus joli comme ça. Et donc ensuite, ça va être de réfléchir en se disant, voilà, telle armoire, est-ce qu'elle va être plus utile à moi ou aux élèves? Voilà, par exemple, moi, il me reste une seule grande armoire dans ma classe, et c'est pour mon matériel pédagogique, pour mes ouvrages. Donc je l'ai mise ici, au fond, à côté de mon bureau. Comme ça, les élèves n'y ont pas accès, et de toute façon, ça leur sert à rien. Elle est fermée. Ça, c'est intéressant de se dire que ce qui nous est utile, c'est pas à la vue des élèves, ça évite la pollution visuelle en plus, donc c'est toujours bien. C'est comme les affichages, on essaye d'avoir le moins de choses possible. Et puis ensuite, tout ce qui va être utile aux élèves, les petites armoires basses, je crois qu'il y a des photos après, des choses ouvertes à hauteur d'élèves, avec plein de cases ouvertes. Voilà, tout ce qui soit le plus pratique pour les enfants possible. Et l'idée, c'est de pouvoir s'imaginer circuler. Et moi, ce que j'essaie de faire aussi à chaque fois, c'est de m'imaginer avec des élèves en fauteuil roulant, tout simplement, et de voir s'il y aurait assez d'espace pour qu'ils puissent circuler facilement. Ça peut être aussi un essai. Justement, pour avoir eu le cas d'une élève en inclusion qui était en fauteuil roulant, en classe flexible, c'était juste parfait, c'était juste le bonheur. Et quand elle est passée ensuite dans une classe ordinaire, ça a été beaucoup plus compliqué parce que la seule place à laquelle elle avait accès, c'était la place tout de suite à l'entrée de la porte. Et donc, il a fallu bouger plein de meubles chez ma collègue pour pouvoir accueillir cette élève-là. En classe flexible, il y a tellement d'espace. Avec le fauteuil, elle pouvait venir au centre guidé, aller à l'arrière de la classe, ça ne lui a jamais posé souci. Oui, c'est vrai que la classe flexible, pour ce coup-là, que ce soit les élèves en situation de handicap mental ou physique, l'inclusion se fait super facilement et finalement, on n'a pas d'adaptation supplémentaire ou très peu à faire en plus. Donc c'est ça qui est génial. Et voilà, que je réfléchis si j'oublie quelque chose. Oui, ici, il y a aussi au niveau de l'organisation, c'est penser tout ce qui va être matériel des enfants et tout ce qui est centre d'autonomie. On en reparlera. Mais moi, je sais qu'au début, j'avais mis les cahiers sous le tableau. Je me dis, comme ça, je les ai près de moi pour les corriger. Ouais, non. Parce que du coup, ils faisaient l'aller pour aller chercher leurs cahiers, c'était une catastrophe du coup parce qu'ils perturbaient le groupe qui était avec moi. C'est vraiment penser, il y a énormément de choses à penser pour que justement les élèves qui sont en autonomie dans cette zone-là, ils restent et aient tout ce qu'il leur faut. Ils ont donc, moi je sais que là ils ont les cahiers, là ils ont tout ce qui est les référents, les aides si besoin, les frises numériques, que sais-je. Et là ça va être tous les centres d'autonomie dans des tiroirs. Donc ils peuvent travailler ici, ils ont le droit de venir là aussi, mais tout est axé. Généralement, ils ne viennent jamais devant le tableau pour aucune raison, en fait. Mais après, voilà, nous, comme on l'a dit en début de diapo, ça fait 6 ans qu'on fait ça. C'est comme avec les élèves, on fait l'apprentissage par l'erreur. Donc, on fait des erreurs, on se rend compte que ça ne va pas. Donc, il ne faut pas hésiter, si on se lance dedans, à se dire, mince, ça ne fonctionne pas. Changer parfois juste un petit élément et puis après, ça fonctionne. C'est ça, c'est 2 pas en avant, 1 pas en arrière, on avance au fur et à mesure. C'est bon ? Oui, celle-là. Et ensuite, donc voilà, une fois que vous êtes au clair sur votre pédagogie, sur ce que vous voulez faire, que vous avez désencombré, que vous avez organisé votre espace, que vous savez comment l'aménager, il faut expliciter aux élèves. Parce que ça sera peut-être clair dans votre tête, mais si vous ne leur explicitez pas, vous ne leur dites pas pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme ça, eux, ils ne vont pas pouvoir se l'approprier et ils vont venir vous déranger toutes les 10 secondes avec des questions et vous allez péter une pile. Donc, pour bien expliciter, déjà, c'est du temps d'échange avec les enfants. On prend aussi en compte les idées qu'ils ont parce qu'ils en ont plein et il faut absolument les prendre en compte. Et ensuite, l'explicitation, ça passe par aussi des étiquettes pour que si l'enfant a oublié, il puisse lire. Donc moi, en l'occurrence, j'ai des CPI, ils sont non lecteurs en début d'année, donc je procède avec des pictogrammes qui leur sont bien explicités en début d'année. Et ça fait que ça développe l'autonomie. L'enfant intègre en fait le fonctionnement de la classe par ses dessins. Et après, il se débrouille tout seul et il ne vient pas me demander toutes les 10 secondes, elle est où l'activité de science, elle est où l'activité de lecture. Voyez ça comme du travail au départ, mais de l'investissement sur l'avenir pour vous, pour votre santé mentale. Voilà, comme ça les enfants après ils sont plus cool, vous êtes plus cool et du coup la classe elle peut tourner. Et ce qui est important de dire aussi, c'est que tous ces logos, toutes ces couleurs qu'on peut mettre en place dans les centres d'autonomie, ils vont se retrouver dans les leçons, dans les cahiers. Enfin, les enfants les connaissent, ils les manipulent, en fait, ils les rencontrent quotidiennement.
Donc c'est sûr qu'au début de l'année, ça demande beaucoup de temps d'explication, on prend le temps pour expliquer tout ça. Mais comme tu disais Aurélia, à la fin, ils ont presque plus besoin de nous. Quand tu viens voir un enfant et tu dis « t'as besoin de moi ?» Bah non. Ok, pardon. Alors, oui, on voulait faire un petit point aussi par rapport au centre d'autonomie, parce qu'il y a la question de l'espace dont on a parlé, mais il y a aussi ce côté autonomie. Et je pense comme tout le monde, on n'a pas forcément tous la même vision de l'autonomie, de ce que c'est et de ce que ça représente pour des enfants, alors que ce soit des élèves de CP ou plus grands. Et donc, souvent, il y a deux visions de l'autonomie qui s'opposent. Il y a, oui, je mets mes élèves en autonomie. Une fois qu'ils ont fini, les plus rapides ont fini un travail, ils ont un petit truc à faire en plus. C'est plus de se dire, voilà, ça les occupe le temps que tout le monde finisse et qu'ils me laissent un peu tranquille. On va être honnête, on l'a tous fait et on le fait peut-être tous encore à certains moments. Mais là, l'idée, c'est de se dire qu'ils sont pas en action, ils sont passifs, ils font quelque chose en plus. Souvent, ça les ennuie. Alors, imaginez les élèves, je pense aux élèves au potentiel, moi, les trucs comme ça les révulsait. Alors que nous, ce qu'on cherche vraiment par les centres d'autonomie, c'est de l'engagement de la part des élèves, c'est que ça leur soit utile et que ça soit un prolongement des apprentissages. C'est pas les apprentissages, c'est dans le centre guidé avec la maîtresse, et l'autonomie, c'est juste pour m'occuper, pour pas que j'aille l'embêter, quoi. Voilà. Et après, se mettre en activité, c'est pas évident pour un enfant, encore plus au CP quand ils sont petits. Donc, c'est aussi tout un travail en éducation civique avec eux à mener au sein de la classe pour qu'ils comprennent l'intérêt en fait des activités au centre d'autonomie, que c'est pas pour s'amuser. Il faut travailler tout le côté je m'engage dans l'activité, je réalise quelque chose qui me sera utile et qui me permettra de progresser. Donc on aurait pu parler que de ça, mais voilà, on dit juste cette petite phrase parce que sinon on n'aura jamais assez d'une demi-heure. On joue beaucoup sur la confiance. Hein. Moi je sais que quand ils font pas un travail où je leur dis tu as trahi ma confiance, et là tu sors le mélodrame et ça marche plutôt pas mal, chez les petits en tout cas. Donc voilà, oui, donc au niveau des centres d'autonomie, rapidement, petit rappel pour ce que ça représente. On peut retrouver des centres d'autonomie dans vraiment tous les domaines. C'est pas forcément français mathématiques, ça peut être en art, une fois que les élèves ont bien acquis l'autonomie, ça peut être proposé du matériel et ça peut être libre, ils peuvent être libres de faire ce qu'ils veulent. En questionnement, c'est très intéressant. On a souvent, j'ai déjà vu des jeux de cette famille sur les aliments, des choses comme ça qui peuvent être très intéressantes. Mais au-delà de ça, nous, ce qu'on cherche, c'est l'autonomie et développer aussi d'autres compétences que les compétences des domaines fondamentaux. Et grâce à l'autonomie de l'espace et des centres, on va pouvoir développer chez les enfants beaucoup de compétences qu'on appelle les compétences du 21e siècle. Et on a entre autres, les apprendre à s'autogérer, à ne plus avoir besoin de l'enseignant et aller chercher justement des aides ailleurs. Parce qu'être autonome, c'est pas faire tout seul forcément. C'est se dire, là je suis face à une difficulté, comment je la résous? Est-ce que je vais chercher dans le cahier des référents? Est-ce que je vais pouvoir demander à un camarade qui, je sais, a compris la consigne? Voilà, il y a plein de choses comme ça. La prise d'initiative aussi, on se rend compte que les élèves, au-delà de l'autonomie, des fois, ils ont des propositions, comme tu disais tout à l'heure, pour améliorer aussi la classe, que ce soit au niveau de l'autonomie ou de l'espace. Moi, j'ai plein d'élèves qui étaient gênés cette année, par exemple, qui voulaient travailler par terre, mais qui se mettaient dans des coins improbables, sous des chaises, contre un mur. Et on a eu l'idée de mettre des petits stickers au sol pour délimiter des périmètres, en fait, pour travailler en autonomie au sol. Et ça, je n'avais pas du tout pensé. Et c'est eux qui ont amené la problématique en se disant, j'ose. La maîtresse, elle nous laisse du temps tout seul, elle a confiance en nous. Ça amène aussi plein d'autres choses où on ne se rend pas forcément compte au départ, mais c'est très, très riche. Alors, les centres, ils sont organisés dans nos classes selon deux modalités. Donc, on a les centres fixes. Donc, c'est des centres qu'on ne peut pas bouger. Donc, par exemple, il y a le centre de questionner le monde. Il ne peut pas trop bouger parce qu'il y a un élevage posé sur la table. Donc, automatiquement, les enfants, quand ils vont faire des activités en lien avec questionner le monde, ils vont aller à la table là parce que c'est là que se trouve l'élevage d'observation. Pareil pour le centre d'écoute. On ne peut pas vraiment le mettre où on veut parce que y a le problème, la contrainte de la prise électrique. Donc ça, après, c'est chacun voit en fonction de sa classe, de ses contraintes matérielles pour organiser l'espace de manière à ce que ça vous convienne à vous, à là où il y a des prises de courant, là où il y a le soleil pour les plantes, etc., etc. Oui, ou le centre d'art avec le lavabo, si vous avez la lavabo juste à côté, ça peut être pratique aussi. T'as pas... C'est la vie. Et donc ensuite, en opposition,
complémentarité plutôt. Vous avez les centres mobiles où là, par contre, on va être beaucoup plus flexible et c'est beaucoup plus aussi intéressant. Et on va partir plutôt sur des... nous, on a des tiroirs que les élèves peuvent transporter un petit peu où ils veulent. À savoir que nous, je crois qu'au départ, on avait des espaces. Enfin, on avait... moi, en début d'année, en fait, dans la classe, j'ai l'espace dédié à la grammaire, l'espace dédié à la lecture, à l'écriture, aux mathématiques. Et je tiens à ce que les élèves, on en reparlera, ils travaillent vraiment à la table où il y a le matériel, pour qu'ils découvrent comment on range le matériel. Donc en début d'année, ils n'ont pas le choix de l'espace. Mais après, une fois qu'ils savent comment ranger le matériel, ils peuvent le prendre, aller travailler ailleurs, à condition de le ranger correctement après. Et donc ça, c'est aussi tout un apprentissage. On en reparlera un peu plus tard. Il y a une progressivité en fait dans l'apprentissage de l'autonomie pour que les élèves puissent se repérer dans l'espace. Donc en parlant de cette progressivité justement, donc nous ce qu'on fait généralement, que ce soit CP ou CE1 même, quoique c'était plus facile quand j'étais dans ton école et que j'avais juste à dire... Vous faites comme chez Maîtresse Aurélia. Voilà, c'était génial, j'ai gagné un mois de travail d'autonomie. Et donc voilà, au départ l'idée c'est d'avoir quelque chose de très imposé, de très guidé. Des fois on a l'impression que c'est un peu la prison parce que c'est presque marche ou crève, c'est vraiment hyper dirigiste. Mais ils ont besoin pour savoir comment ça se passe, surtout quand ils n'ont jamais connu ça les années d'avant. Donc ça va être des tableaux de programmation, des choses où on va leur imposer une activité voire deux à la journée. L'idée aussi c'est que ça tourne. Moi ce que j'aime bien aussi en début d'année quand je fais ça, c'est d'imposer les binômes pour qu'aussi les enfants apprennent à se connaître. Moi je sais que dans mon école il y a beaucoup de classes et les élèves tous les ans sont mélangés donc ils ne se connaissent pas forcément. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est de faire une fille, un garçon au début d'année. Ça les embête. C'est assez rigolo. Donc voilà, l'idée, c'est de leur apprendre aussi des stratégies pour être autonome. Comment je fais pour être autonome? Comme tu dis, moins se focaliser sur qu'est-ce que je vais faire comme activité, vu qu'on leur impose. Par contre, comme tu disais, c'est je dois ranger le matériel au bon endroit, aussi le repérer. Où est le matériel dont j'ai besoin? En fait, ça, c'est la première démarche de tout enseignement explicite. On a dit qu'il fallait expliciter aux enfants. La première étape, c'est vraiment le modelage, en fait. Vous allez modeler les enfants à la classe, à la manière dont ils vont devoir fonctionner. Parce qu'il faut leur apprendre l'autonomie. Un enfant, un petit être humain, c'est l'être vivant le moins autonome qui soit sur la planète depuis la nuit des temps. Alors, si vous en doutez, regardez le visage de jeunes parents, d'accord ? Vous avez compris, ils passent des nuits parce qu'il faut aller nourrir bébé, il faut changer bébé, il faut s'occuper de bébé. Le bébé a besoin de nous tout le temps. Donc l'autonomie n'est pas du tout innée chez l'être humain, mais ça s'apprend. Donc la première étape, c'est déjà de leur expliquer qu'est-ce que c'est que l'autonomie, comment ça fonctionne. Donc on leur dit à cet endroit-là, ça se passe comme ça. Aujourd'hui, vous allez faire telle activité, toi, tu vas faire telle activité. Et ça vous permet aussi, vous, en début d'année, de leur donner, par exemple, des activités du niveau des évaluations diagnostiques, en fait. Aujourd'hui, tu vas faire cette petite activité-là, vous regardez le résultat, vous voyez où en est l'enfant. Ça vous lui permet de développer l'autonomie tout doucement. Et vous, ça vous permet d'avoir un retour pour savoir où il en est dans les apprentissages et puis pouvoir démarrer votre année individuellement, en fait. Et une fois que cette partie modelage est faite, que les enfants ils connaissent l'espace, vous savez quel niveau ils ont, on va pouvoir passer à l'étape suivante de l'apprentissage de l'autonomie, qui est donc la pratique dirigée. Tu veux en parler? Oui, bien sûr. Donc, dans la pratique dirigée, donc nous, on a mis plan de travail, d'autres appellent ça feuille de route, peu importe. L'idée, c'est, là, les enfants vont avoir une liste d'activités à faire. Bon, là, à nouveau, en fonction aussi du niveau d'autonomie des enfants, on peut avoir différentes choses qui sont proposées. Enfin, moi, j'ai souvenir d'un petit élève d'Ulysse qui est venu dans ma classe, à qui j'ai donné un plan de travail et qui m'a regardé comme moi, je pourrais regarder quelqu'un qui donne une carte routière. Je sais pas où aller. Il regardait le plafond, il regardait les murs, il ne savait pas trop. Donc là, à nouveau, voilà, là, c'est un modèle, par exemple, peut-être un peu plus autonome, mais ça peut être... un calendrier, enfin un emploi du temps où on va imposer à la journée à certains enfants les activités, ce qui permet aussi après de vérifier. Et pour les élèves déjà plus autonomes, voilà, de leur dire t'as ça à faire dans la semaine, à toi de gérer, à toi de voir comment tu veux t'organiser. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils développent aussi pas mal de stratégies différentes. On a par exemple les élèves qui disent moi maîtresse, je commence par ce que j'aime pas, comme ça je suis tranquille. Le lundi matin, c'est fait. Et d'autres qui ont besoin de commencer en disant les plus autonomes, par exemple, je commence par lire un livre. Voilà, ça me détend le lundi matin, je ne viens pas stresser. Et après, je démarre quand je me sens motivée. Donc ça, c'est très intéressant aussi. Donc du coup, d'abord, on leur explique ce qu'ils doivent faire. Ils le font. On espère qu'ils le font. Ensuite, on leur dit, il y a
ça à faire et vous le faites comme vous voulez. Et la dernière étape, c'est la pratique autonome, pleine et entière, où là, l'enfant, il se débrouille vraiment. Il a un plan de travail vierge et il le complète avec les activités qu'il réalise dans la semaine. Alors, personnellement, ça, moi, je ne le fais pas parce que dans mon école, on s'est mis d'accord, du coup, comme on est plusieurs collègues à travailler comme ça sur plusieurs niveaux, on a fait une programmation, en fait, sur l'école. Et donc, moi, au CP, je m'occupe des phases de modelage et de pratique dirigée. Et les collègues, à partir du CE1, ils font de la pratique dirigée et ils vont vers la pratique autonome. Donc, c'est plutôt au CE1, CE2 qui font des plans de travail entièrement vierges. Moi, au CP, j'essaie déjà de leur expliquer comment on gère une feuille de route, le rangement du matériel, etc. Mais ce qui fait que quand ils arrivent au CE1, eh ben, ils en sont déjà là. Et donc, les collègues, ils ont déjà une base. Ils savent que leurs élèves sont déjà un peu plus autonomes et ils peuvent aller plus en avant dans le développement de l'autonomie des enfants. Oui, c'est ça. Moi, au final, la pratique autonome, je la démarre au CE1. On va dire au dernier tiers de l'année pour les élèves vraiment autonomes et qui se débrouillent plutôt bien. Et là, justement, on rebondit sur l'aménagement de l'espace puisque ces élèves-là savent qu'ils ont un meuble à leur hauteur, complètement ouvert, avec différentes boîtes en fait, de stockage pour les différentes activités en fonction des domaines. Donc, par exemple, si les élèves, parce que ces élèves-là qui sont capables aussi de savoir où ils en sont dans les apprentissages, il y a eu tout un travail de métacognition de fait aussi là-dessus, et qui vont se dire, bah, tiens, moi, les additions posées, ça fait longtemps que j'en ai pas fait et je me souviens plus trop comment ça fonctionne. Eh bien, ils savent qu'il y a à tel endroit de la classe un bac où ils ont des activités possibles qu'ils peuvent réaliser et ensuite ils doivent les noter sur ce plan-là. Voilà, et du coup, pour terminer, on voudrait vous dire que ça, c'est une façon de faire, c'est pas figé dans le marbre. On a nos élèves, chaque année, on change en fonction du cru qu'on a, des élèves qu'on a, des personnalités aussi. Vous, c'est votre cas aussi, vous avez votre propre personnalité. Si tous les élèves sont différents, les enseignants le sont aussi, donc il faut vous respecter vous-même. Faites comme vous le sentez. Si ça ne va pas, on fait marche arrière, on change des choses, on réavance. Mais voilà, faut jamais se dire j'ai pas réussi, on baisse les bras. Non, on va y arriver. Comme les élèves, il n'y a pas de raison. Et donc voilà, donc ce que vous avez proposé aujourd'hui, c'est vraiment des éléments de base, c'est notre propre réflexion personnelle, mais qui peut peut-être vous parler et vous donner des idées. Mais en aucun cas, on n'a jamais dit que c'était vraiment une méthode clé en main, quelque chose à suivre. C'est des idées, des propositions qui, chez nous, ont fait leurs preuves. Mais à nouveau, voilà, d'une année à l'autre, ça fonctionne ou pas. Moi, je sais que l'année dernière, j'avais une classe très difficile, beaucoup de choses qui n'ont pas fonctionné. Donc c'est vraiment en fonction de chacun. Voilà. Après, forcément, une fois qu'on a réaménagé l'espace, on peut, et ça c'est important de le dire, je pense, après, de commencer à réfléchir à ces jolis ballons, ces petits tabourets oscillants. Ça, je pense que ça vient vraiment en complément une fois qu'on connaît sa classe, une fois qu'on a l'espace aménagé qui correspond à sa pédagogie. Même si ça donne très envie, que c'est super joli et que c'est coloré et tout ça, mais ça vient, c'est important de le dire justement après. Et donc à nouveau, voilà, comme on l'a dit depuis le début, quand on a la chance d'avoir une équipe motivée qui ressente les mêmes problématiques surtout, eh bien ça fonctionne et ça aide énormément. Mais nous, dès le départ, on a aussi demandé à nos conseillers pédagogiques voilà, des aides, des références. On a échangé avec eux aussi, même si bien sûr le cœur de notre réflexion s'est fait entre collègues. Et puis aussi sur les réseaux sociaux, il faut le dire, voilà, on postait des photos, on discute avec les collègues qui avaient les mêmes problématiques. Donc c'est ça qui a enrichi notre façon de faire et qui nous a vraiment permis d'avancer en fait. Et en tout cas, voilà, même pour les collègues voilà, jeunes enseignants, on met toujours une petite sonnette d'alarme en disant attention, parce qu'il y a tellement de choses déjà à savoir. Le métier d'enseignant est déjà tellement complexe de base que se rajouter ça en plus, ça peut être une grosse épine dans votre pied, donc il faut faire très attention. Même si c'est tout à fait possible, et il y a plein de collègues qui démarrent en se questionnant déjà, et je trouve ça génial, il faut quand même faire un peu attention parce que ça peut vous faire crouler sous le travail et vous peut-être remettre en doute beaucoup de choses. Voilà. On a fini. Voilà. Du coup, on avait prévu un temps de remarques, mais on a parlé beaucoup plus. Oui. Donc, on va devoir laisser la place. Mais si jamais vous avez des questions, on va rester sur le côté disponible si besoin. En tout cas, merci beaucoup d'être venus très nombreux et nous écouter, malgré la chaleur.